Je vais proposer à Nicolas Meillan de me rejoindre. Merci Nicolas de ta présence, conseil scientifique chez France Stratégie. Tu vas nous parler surtout d'économie de CO2 dans le parc automobile. C'est pour ça que je faisais le lien en propos introductif tout à l'heure avec la forte consommation l'été quand on devient tous des touristes et le parc automobile. Et à ce moment-là, une progression extrêmement forte. Et puis des embouteillages. Les samedis noirs et les dimanches rouges, c'est en juillet et en août. Et à ce moment-là, je ne vous parle pas de la pollution qui se dégage aux abords des villes proches des autoroutes. Donc c'est évident que même pour le tourisme, il faut demain essayer de baisser le taux de CO2. Tu as la parole. Merci Marc, je suis très heureux d'être ici. Très heureux d'être ici, donc vous pouvez le mettre sur 30 minutes, puisque j'ai personne avant et personne après. Je vais avoir un petit peu plus de temps pour rattraper les temps. Non, alors je suis très content d'être là. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu et je vais vous projeter des slides de ce que j'ai publié récemment avec France Stratégie. C'est une étude qui s'intitule « Comment faire enfin baisser les émissions de CO2 des voitures ». J'en ai amené quelques exemplaires avec moi, une dizaine. Donc si ça vous intéresse, vous pourrez les prendre à la pause. Et c'est téléchargeable sur le site de France Stratégie, www.stratégie.gouv.fr. Alors, le CO2 dans les voitures, juste quelques chiffres pour avoir des ordres de grandeur en tête. Le CO2 du transport, c'est 30% des émissions de CO2 en Europe. Une augmentation de 30% depuis 1990, c'est-à-dire le seul secteur qui a augmenté ses émissions de CO2. Dans ces 30%, la moitié, ce sont les voitures, même si on rappelle que, bien évidemment, le transport aérien et maritime international n'est pas comptabilisé. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en 2018, les émissions de CO2 étaient de plus de 120 grammes de CO2 par kilomètre, c'est-à-dire que c'était supérieur à l'objectif que la Commission européenne s'était fixé en 1995. En 1995, elle s'était fixée 120 grammes en 2005. Donc 13 ans plus tard, nous n'y sommes pas. Alors là, vous avez l'évolution depuis 2007 des émissions de CO2 des voitures. Et ce que vous voyez, c'est qu'effectivement, il s'est passé quelque chose en 2015, le scandale Volkswagen. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les émissions de CO2 qui sont censées atterrir à 95 grammes par kilomètre en 2021 sont reparties à la hausse. Et ce pour deux raisons. Un désamour grandissant pour les véhicules diesel, justifié notamment par les interdictions ou limitations de circulation en ville, et aussi le succès des SUV qui nous permet notamment de partir en vacances avec toute la famille et les bagages. Alors on s'est dit, bon, on va regarder les émissions de CO2. Qu'est-ce qui s'est passé depuis... Là, on est monté à 2007, on va regarder depuis 2001 ce qui s'est passé. Et là, on s'est rendu compte de quelque chose, c'est qu'en fait, les émissions de CO2 depuis 20 ans n'ont quasiment pas baissé. C'est-à-dire que la baisse que vous constatez et dont on vous parle, elle est pour les 2/3 virtuelle. Virtuelle. Alors comment elle est virtuelle? Elle est virtuelle parce qu'on testait les véhicules sur des cycles qui n'étaient pas adaptés et pas représentatifs de la réalité et des conditions de conduite. Alors, entre guillemets, cette baisse virtuelle est en partie responsable de la crise ou du déclenchement de la crise des gilets jaunes, puisqu'en fait, ça représente un surcoût de 400 € par ménage par an. Et donc en France, si vous voulez, cette partie virtuelle de la baisse, c'est 20 milliards d'euros depuis l'an 2000. Alors vous voyez que là, il y a en fait un plateau de 2000 à 2008, et puis vous avez une vraie baisse, et puis vous avez un second plateau ensuite. Donc qu'est-ce qui s'est passé? De 2000, alors, on va changer, voilà, de 2000 à 2008, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le diesel a été beaucoup mis en avant pour réduire les émissions de CO2, notamment au niveau européen, et ce qui a permis en fait l'apparition des premiers SUV. Premiers SUV, 2002, Volkswagen Touareg, Porsche Cayenne. C'est l'arrivée des SUV qui finalement, on appelle ça l'effet rebond. On a des voitures qui consomment moins et donc on peut avoir des voitures plus grosses. Et au final, on a des émissions qui sont stables. Sauf que ce qui se passe depuis 2012, mais notamment encore plus depuis le scandale Volkswagen, c'est la baisse de part de marché du diesel qui là, rend
beaucoup plus compliqué l'effort des constructeurs, puisque notamment, aujourd'hui, les gens vont acheter des SUV essence. Et donc là, ça commence à beaucoup consommer. Alors, si on regarde rapidement ce qui s'est passé, là, vous avez un graphique que je dois expliquer qui est en base 100. D'accord ? Donc, on considère qu'en 2001, pour chacun des segments des ventes, c'était 100. Et puis, on regarde comment ça évolue. Donc, la courbe bleue, c'est les SUV. x4 depuis 2010, x8 depuis 2000. Et là, vous vous souvenez que je viens de vous montrer qu'il y avait une baisse des émissions de CO2 en 2008. Qu'est-ce qui s'est passé en 2008 ? Très simplement, on a vendu moins de grosses voitures et plus de petites voitures. Vous le voyez, segment A, c'est des micro-voitures qui augmentent en 2010. Pourquoi ? Avec la crise financière, on a un peu moins d'argent pour s'acheter des grosses voitures. Et en même temps, vous avez des primes à la casse ciblées pour des véhicules plus légers. Et donc, qui a permis cette seule baisse sur les 20 dernières années des émissions de CO2 des voitures. Alors, 95 grammes en 2020 pour 95% des ventes, 2021 pour 100%, ça vient très vite. Est-ce qu'il y a des gens qui y sont déjà arrivés ? La bonne nouvelle, c'est que c'est oui. Et c'est un pays un peu particulier, hein, la Norvège, mais eux, ils y étaient depuis 2016. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, en Norvège, plus d'une voiture vendue sur deux est une voiture électrique. Donc eux, ils ont à la fois des aides directes et indirectes, mais je dois rappeler que quand on parle de fiscalité en Norvège sur une voiture, on parle de 100 à 150%. Et donc ce n'est pas forcément quelque chose qui sera directement transposable en France ou ailleurs, sachant que la Norvège est un pays avec une richesse par habitant très élevée, grâce notamment aux revenus du pétrole. Alors nous, ce qu'on a proposé, on ne peut pas leur reprocher de s'en passer. Moi, je trouverais ça encore plus intelligent que des gens qui n'ont pas de pétrole essaient de s'en passer aussi, plutôt que seulement ceux qui en ont. Alors nous, on s'est quand même un peu inspiré de la Norvège avec France Stratégie. Et ce qu'on propose, c'est de mettre, pour encourager des voitures plus légères et décourager les voitures plus lourdes, c'est de mettre un véritable bonus-malus, comme c'est le cas en Norvège, sur le poids des voitures. En Norvège, il y a deux composantes à la fiscalité. Il y a le CO2 comme chez nous, et le composante à peu près à 50-50, c'est sur le poids des voitures. Donc plus le poids de la voiture est élevé, plus ça coûte cher. Si je vous donne un exemple avec le beeper qui ne doit pas marcher, de l'autre côté... Ah, il faut viser au milieu. Ah, là. Dans la salle, au milieu, tire dans la salle. C'est compliqué. Bon, c'est pas grave. Moi, on va remettre la slide. Donc, la Norvège, vous voyez, c'est la courbe rouge. Donc, en gros, qu'est-ce que ça veut dire ? Vous achetez une voiture qui pèse 2 tonnes, ça vous coûte, 15 000 euros. 2 tonnes, qu'est-ce que c'est ? C'est un petit Audi Q7, ça vous coûte à l'immatriculation 20 000 euros. Donc, nous, on s'est dit, on va décaler ça un peu vers le bas parce qu'on n'a pas les moyens des Norvégiens. Et le principe, c'est de faire quelque chose qui soit neutre. Ce n'est pas une nouvelle taxe. L'idée, c'est que les gens qui veulent s'acheter une grosse voiture aident les gens qui veulent s'acheter une petite voiture. Et donc, ce n'est pas un revenu supplémentaire pour l'État, c'est juste un système qui permet d'aller vers des plus petites voitures. L'idée, ce serait en gros jusqu'à 1400 kg. Jusqu'à 1400 kg, vous achetez une voiture qui est moins lourde, je vous donne de l'argent. Et vous achetez une voiture qui est plus lourde, c'est vous qui me donnez de l'argent, entre guillemets. Enfin, vous donnez surtout de l'argent à ceux qui veulent s'acheter une voiture moins lourde, sachant bien évidemment que les familles nombreuses, comme elles en bénéficient déjà aujourd'hui, ont une minoration. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est 3 enfants, 60 grammes de CO2 en moins, et donc ça vous permet d'éviter un malus. Je pense qu'il y en a qui vont faire des affaires ce matin, parce que peu de gens sont au courant. Et puis ensuite, bien évidemment, les voitures électriques en seraient exemptées à condition de peser moins de 2 tonnes, qui, pour moi, correspond au poids où on passe dans la catégorie du tank électrique. Alors, un petit exemple quand même sous vos yeux. À quoi ça ressemblerait un bonus-malus et comment ça marcherait ? Donc là, vous voyez, je me suis amusé, entre guillemets, à récupérer une base de données de 2 millions de lignes sur les immatriculations de la France par poids des voitures, et donc j'ai multiplié par mes systèmes de bonus et de malus. Et donc là, vous voyez des petits pics qui apparaissent, et donc vous allez pouvoir voir si vous,
à quel endroit vous êtes. Est-ce que vous recevriez de l'argent ou est-ce que vous en donneriez? Alors, le premier pic, bon, j'ai presque fini, mais il a commencé à 9 minutes. Hein. Il y avait un peu de triche. Voilà, mais c'est bien vu, c'est bien vu. Et surtout, j'ai presque fini. Donc, le premier pic en bas, c'est à 930 kg. Donc là, c'est une Twingo 108 C1. Donc là, vous auriez un bonus de 2000 € à l'achat. Le second pic, aux alentours de 1050 kg, c'est l'équivalent de la 208 ou de la C3. Là, le bonus serait de 1875 €. Vous avez un troisième pic qui est aux alentours de 1160, là, le plus grand pic. Là, c'est la Clio 2008 Yaris. Et donc là, le bonus serait environ 1600 €. Maintenant, on va parler un peu de malus. Et donc là, dès qu'on dépasse les 1400 kg, vous allez retrouver des 3008, où là, il y aura un malus un peu moins de 500 €. 5008, une tonne 5, un malus de 1630 €. Et puis après, on va aller vers quelque chose un peu plus lourd. 1730 kg, vous avez l'Espace, le Tiguan qui marche bien. Et puis 1840 kg, c'est le dernier pic. Et là, vous avez notamment les gens qui roulent avec des Mercedes GLC et des Audi Q5. Voilà, j'ai presque fini. Vous avez une douzaine d'exemplaires pour ceux qui ont peur de s'ennuyer dans le TGV en rentrant à Paris ce soir ou ailleurs en conduisant dans leur voiture autonome. Donc n'hésitez pas à aller les chercher. Et sinon, ils sont disponibles sur le site de France Stratégie. Merci beaucoup. Merci Nicolas de ces éléments statistiques extrêmement intéressants. Alors pour atteindre les objectifs, on s'aperçoit en effet que les industriels tiennent les objectifs donnés par l'Europe sur le taux de CO2 aujourd'hui. Alors par contre, si on fait cette projection dans d'autres pays où les croissances démographiques sont beaucoup plus fortes, si on fait moins 30% de CO2 sur les véhicules neufs, mais plus 60% de croissance démographique, on ne tiendra pas les objectifs. Donc il faut bien évidemment regarder ça tout près. Ce que tu as rajouté sur ton bonus-malus me rappelle, moi j'étais il y a très longtemps, je peux les citer, le lobbyiste de Smart. Mais je vais faire le lien entre sécurité routière et poids des voitures. D'abord, sous les années Chirac, c'était les années super sécurité routière. Et c'était les années où les SUV ont commencé à arriver et où les familles voulaient, en effet, dans la Twingo à 2 ou à 3, c'est quand même pas génial en matière de sécurité. Et donc tout le monde a commencé à acheter des véhicules plus lourds, plus gros, pour des raisons de sécurité routière et de protection des enfants. Il y avait énormément de morts et c'était la priorité. Et justement, cette anecdote pour Smart, c'est que la Smart est passée de 2,50 m à 2,80 m par le renforcement des normes de la sécurité routière qui arrivent chaque année parce qu'il fallait rajouter, et rajouter c'est du poids, et du poids c'est de la consommation. Et donc c'est là qu'il faut espérer que pour arriver à un bonus-malus qui ne serait pas impactant trop pour les familles qui cherchent d'un côté la sécurité, c'est comme écologie et économie, sécurité et écologie doivent rimer ensemble parce qu'on ne va pas dégrader. Donc c'est là qu'il va falloir trouver, je l'espère, toutes les astuces techniques pour en effet faire des véhicules plus lourds, plus léger et tout aussi sécurisable, parce que sinon les gens n'iront pas. On pourra décréter, mais il y a un moment où la consommation, elle se fait aussi sur des choix personnels, et c'était juste pour le souligner, parce que j'avais noté ça depuis des années, et ça me rappelle aussi une anecdote mais d'il y a 20 ans sur le GPL, au moment où c'était vraiment les années GPL sous Dominique Voynet, où l'idée était excellente, où je la félicite, mais personne ne s'était aperçu à l'époque qu'il n'y a que dans les 4x4 qu'on pouvait mettre une bonbonne GPL sans réduire trop les véhicules. Et les premiers consommateurs qui ont transformé leurs véhicules GPL, c'était des bagnoles américaines et des 4x4 qui sont profités du bonus pour rouler moins cher. Donc, vous voyez que les effets qui se coulent des réglementations et les frottements qui peuvent exister sont toujours complexes, mais on va de toute façon dans la bonne voie. Reste, vous le savez, le neuf, ce n'est qu'une toute petite partie du parc. La difficulté, c'est les 20 ans qui viennent, puisqu'on a 35 millions de véhicules en circulation en France pour 1,5 million de véhicules neufs, puisque ça a réduit énormément depuis la crise de 2008. On est passé de 2,2 millions de mémoire à 1,6 million, je crois, depuis peu de temps en véhicules neufs purs. On est encore à 2,2 millions. Mais derrière, il y a le parc ancien. D'où l'idée d'ailleurs, je l'espère, qu'on puisse rétrofiter les véhicules diesel en véhicules électriques. Ce serait une excellente idée et c'est possible. Juste deux points. Oui, le neuf, je suis d'accord avec toi, ce n'est qu'une partie du parc, c'est 5 millions de voitures d'occasion. Mais la voiture neuve aujourd'hui, c'est la voiture d'occasion demain. Et donc c'est notamment la voiture des gens qui ne peuvent pas s'acheter une voiture neuve. Et donc c'est important que ces voitures-là consomment moins d'essence pour que leur facture soit moins importante. Merci Nicolas, on s'arrête.